Hello tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui, je vais faire un goûter avec mon invité qui est un abonné Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez aller voir mon compte Appétit Libre et me suivre. Et cet abonné m'emmène dans un de mes quartiers préférés de Paris, c'est donc le Marais. Et c'est une adresse que j'avais repérée, que je veux faire depuis longtemps, donc je suis trop contente d'y aller. En plus, il y a toujours la queue et il a pris de l'avance, il est déjà sur place, il fait la queue. Donc on va tout de suite le rejoindre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager un message de prévention. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Alors j'ai rejoint Léon dans le Loir dans la Théière qui a fait la queue pour moi, c'est trop gentil. Du coup, tu veux te présenter? Moi c'est Léon, j'ai 24 ans et je suis illustrateur. Tu bosses pour... Je bosse pas du tout, je continue mes études. J'ai fait des études de game art et là je fais que du dessin. D'accord. En tout cas, merci de me faire découvrir cette Merci adresse. à toi. Et on va commander. Voilà. La boisson, tu sais ce que tu veux. Tout Ah, ils ont easy. des chocolats chauds, trop bien. Moi, je pars sur le chocolat chaud, comme d'habitude. Ah, il y a un thé à la violette, c'est incroyable. Ah, ils ont des thés qui ont l'air vraiment sympas. Alors, les cuillères. Les cuillères de l'homme et les cuillères de la femme. Cuillère femme. Non mais ah, c'est déjà là. Waouh. Waouh, C'est pour moi. Merci. incroyable. Et t'as noté, je sais pas si t'as vu, le serveur, il a fait la citron meringuée, il a cru que c'était pour moi. De Je quoi? sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça c'est plus féminin et ça plus c'est masculin. genré, Je sais féminin. pas. Ah, c'est marrant parce que moi je Non, trouve ça mais absolument intuitivement. énorme. Ouais, voilà. Ouais. Mais aussi en général le citron c'est peut-être plutôt associé à quelque chose de léger. Voilà. Alors que le chocolat, pas trop. Et qu'est-ce qui Chocolat, prend voilà. des trucs légers? C'est les femmes. Certainement forcément. pas les hommes. Ah oui. Tu rigoles quoi. Donc, on va bousculer les clichés. Taille de Non mais maman. là, franchement, je sais pas si vous voyez, mais l'énormité de ce truc, Ah qui ouais, est ouais, elle est apparemment vraiment très grosse. la spécialité de la maison. Alors les boissons. Alors j'ai pris un thé qui a l'air absolument incroyable. Ouais. J'avais jamais vu ça. Bah ouais, je veux bien goûter. Ouais, avec plaisir. Merci. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dedans. Vraiment, c'est improbable. Ouais. Il y a de la violette, de la rose, de la fleur d'oranger, des agrumes. Et du coup, Léon, t'es un amateur de salon de thé pour m'inviter ici? Pas du tout. En vérité, non. Je pense que c'est une de mes premières. Ah ouais? Alors après, faut dire que j'ai une expérience un petit peu particulière avec tout ce qui est coffee shop, etc. Parce que avant de rentrer la tête la première dans les TCA, il y a eu le confinement, ensuite je suis parti un an faire des études dans le Nord. Il n'y avait aucun salon de thé. Ensuite je suis revenu ici et c'est un peu ma nouvelle vie, on va dire. Ouais. Donc, ça faisait des années et avant j'en avais pas fait énormément. Et donc pourquoi t'as choisi spécifiquement le Loir dans la Théière et pas un autre? Je l'ai vu sur Instagram beaucoup. C'est dans mon quartier. Je suis très bouche sucrée depuis que j'ai repris la nourriture. Ouais. Un peu plus. J'ai beaucoup de craving de sucre, donc Ouais. je me suis découvert des vraies passions pour des choses auxquelles je ne pensais pas, comme les viennoiseries. J'adore ça. Moi, c'est mon top 1 de ce que je préfère au monde aujourd'hui. Ouais. J'en ai rien à faire d'un millefeuille, un pain au chocolat, c'est... Bon, ici, il n'y a pas de viennoiserie, c'est plus Non, pâtisserie, mais bon. non, mais ça me fait très plaisir parce que Ça a l'air. je suis très amateur de tartes et de gâteaux aussi, tu vois, un peu genre, j'adore les flancs par exemple, tu vois. Genre ça, c'est un peu au même niveau que les viennoiseries pour moi. Peut-être que j'avais oublié de mettre ça.
C'est pas grave. Il est excellent. Ah ouais? Il est pas Super trop, cool. pas trop lourd, il est bien mousseux. Bon, bah écoute, on va goûter ça. Et bah écoute, c'est parti. Hein. Je pense que ça va être incroyable. Ça a l'air très très bon. Les portions sont généreuses en tout cas. Ah, c'est très bon. Waouh, c'est C'est impressionnant. crémeux. Absolument bien joué. Je peux? Absolument. Tiens, tu sais, pour que ce soit plus facile, tu vas la prendre en face de toi. Ah, la meringue, elle est... Et du coup, là, c'est quoi? Ça, c'est praliné chocolat. D'accord. Elle est très très bonne. Et je suis pas trop fan de citron meringué, Ouais. mais celle-là, elle est bonne. Je pense que c'est de très bons cuisiniers aussi. L'offre salée, elle a l'air pas mal aussi. Ouais, absolument. J'avais oublié qu'ils faisaient aussi des petits trucs salés. Tu vas revenir pour le salé? En fait, franchement, c'est pas impossible. Vu que je suis souvent dans le coin, pour la petite histoire, je suis parti faire 1 an des études en Game Art dans le Nord pour continuer mon cursus. Et j'ai vécu tout seul et pour différentes raisons, j'ai dû être rapatrié. Enfin, pour une raison, c'est que je pesais 36 kilos. Voilà. Donc c'était pas propice à continuer des études, ni propice à faire quoi que ce soit en fait. Du coup, je suis rentré. J'ai été rapatrié ici en région parisienne. J'ai tout de suite eu mon appartement avec mon copain. En fait. Et depuis, c'est lui qui m'aide, on va dire, qui m'a aidé à reprendre du poids, etc. Tout ça. Et depuis, je suis devenu un explorateur. Bon, avec difficulté quand même toujours, hein, je prends mon temps. Mais on va dire qu'on est juste à côté de Paris. Que j'ai passé 1 an sur Instagram à zioter toute la bouffe que je pouvais parce que je mourrais de faim comme tout le monde. Et que là, j'ai mis les adresses et qu'on s'y fait tout un petit peu de temps en temps. Et donc du coup, Léon, tu veux nous parler un peu de ton parcours avec la bouffe, mais depuis ta naissance. Depuis ma naissance, ça va être compliqué, mais on peut toujours essayer. Une question que tu poses souvent, c'est quel type de mangeur tu te définis comment? Voilà. Je pense que j'ai toujours aimé goûter un max de trucs possibles pour définir ce que je préférais et me terminer avec ce truc-là, vraiment m'exploser avec, jusqu'à très longtemps. Et puis ensuite, l'adolescence, j'ai eu une période d'environ 6 ans en fauteuil roulant, là où j'ai pris beaucoup de poids en fait. Et c'est resté longtemps en fait. Ça, et puis en plus c'est la période de l'adolescence, donc souvent c'est la période de la recherche la plus intense. Je veux dire psychologiquement, socialement, en tout cas sur le parcours social, c'est une période un petit peu importante, on va dire, sur l'aspect du corps et tout ça, je pense. Enfin, j'imagine en tout cas. C'est comme ça que j'ai vécu. Ma santé s'est un petit peu améliorée. Je suis sorti du fauteuil, je suis sorti des béquilles, de la canne, etc. Aujourd'hui, franchement, ça va même plutôt très bien à ce niveau-là. Je suis très content. Mais quand même, mon poids, il est resté un bon moment. Et toi, j'ai pas compris pourquoi t'étais en fauteuil. Ouais, parce que j'étais vraiment malade en fait, une longue période. Et enfin, je suis toujours malade aujourd'hui, mais ça se voit plus à ce niveau-là en tout cas. Là, t'as plus de problème pour marcher. Au niveau des jambes, si quand même. Cette semaine, je me suis cassé 2 fois la gueule, mais ça m'arrive assez rarement quand même en général. Mais aujourd'hui, non, ça me pose plus de problème. Je peux faire tous les trajets que je veux. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc en fait, c'est cette maladie-là qui m'a mis en fauteuil. Ouais, je comprends. Et aujourd'hui, qui me pousse toujours un petit peu dans les TCA parce que j'ai des gros troubles de digestion et je suis obligé de rester en restriction sur énormément de choses. Donc ça n'aide pas, on va dire, à une rémission complète, quoi, malheureusement. Mais bon, normalement, je devrais être guéri parce que c'est juste que... Tu peux pas guérir de cette maladie-là, c'est une maladie génétique. Non, mais il y a des traitements de substitution, il y a des traitements, on va dire, de fond qui peuvent faire mieux passer. Je veux dire, c'est pas normal d'être malade comme ça. Et c'est surtout que je reste dans une errance médicale ou alors dans un petit désert à ce niveau-là. Je suis pas très bien pris en charge en fait. J'ai une mauvaise prise en charge à ce niveau-là parce que depuis que j'ai ces problèmes-là, on m'a juste dit faut manger mieux. J'ai mangé tellement mieux qu'en fait c'était devenu un petit peu compliqué quoi. Depuis quand tu sais que tu as cette maladie-là? Alors, du coup c'est génétique, il y a des gens dans ta famille qui l'ont aussi? Ouais, ma mère elle l'a. Alors j'ai été en mauvais diagnostic de mes 6 à mes 16 ans environ. Et j'ai été opéré plusieurs fois pour des mauvais diagnostics, du coup ça s'est pas arrangé. C'est des grosses opérations et tout ça, machin. Et au final, quand ça a été découvert, c'est allé de mieux en mieux, on va dire. Parce que j'ai enfin arrêté de me prendre des traitements infructueux en fait, tout simplement. Je me suis mis une grosse déterre pour sortir du fauteuil roulant. Un jour, j'en avais marre. En fait aussi, il faut dire, il y a un truc qui m'a peut-être aussi beaucoup aidé, c'est que j'étais pas très bien dans mon corps. Parce que j'ai été assigné de genre féminin à la naissance.
Et pour différentes raisons, un jour j'ai dû partir de chez moi alors que j'étais encore en fauteuil roulant. J'avais pas le genre, j'avais le fauteuil, il y avait rien qui allait, grosse déterre. Je me suis dit allez, transition de genre, je sors du fauteuil, j'ai fait un max de kiné, de sport, etc. machin. Je suis revenu tout beau, tout neuf. Le seul truc qui me restait, c'était la perte de poids. Et là, les soucis ont commencé. Mais pourquoi tu pouvais pas transitionner sans perdre du poids? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, en gros, c'est un trajet un petit peu curse. C'est quand même peut-être des TW dans tous les sens parce que c'est un peu compliqué. Ce truc-là qui m'a un petit peu empêché de bouger, bref, grosse prise de poids. J'étais pas à l'aise non plus à cause du genre. Et un jour, il a fallu que je quitte l'endroit là où je vivais parce que j'ai fait un coming out qui s'est mal passé. J'étais très très jeune, j'avais 18 ans encore, j'étais en fauteuil et tout. Et du coup, c'est moi qui vous gérais tout seul tout ce qui était bouffe, tout ce qui était début de la transition médicalisée, tout ça machin. J'ai mis du temps à commencer ma transition, j'ai mis longtemps à accéder aux hormones, etc. Et au final, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu beaucoup de chance, je suis bien retombé sur mes pieds. Franchement, mon meilleur ami, on s'est rencontrés à ce moment-là, il m'a hébergé jusqu'à ce que jamais en fait, on a quasiment toujours vécu ensemble pendant des années et des années. Sans lui, ça aurait été vraiment compliqué. Et voilà. Et finalement, le dernier truc qui restait à régler quand j'ai repris mes études, etc., c'était le poids, quoi. Ça me gênait parce que j'étais un garçon, j'étais en fauteuil roulant, mais j'étais gros. Et ça n'allait pas. Mais on peut être un garçon et gros. Il y a des tas de garçons qui sont gros. Ouais, on peut être un garçon et gros, mais n'importe quoi. Attends, non. En fait, en tout cas, dans la conceptualisation mais gros, idéalisée, c'est-à-dire que t'étais vraiment gros. J'étais en surpoids. J'avais placé une barre un petit peu haut quand même, vu de là où je venais, d'une petite nana grosse en fauteuil, être là comme je suis. Il s'est passé un petit laps de temps et c'est un petit peu intense, hein, effectivement, pour mon corps. C'était quand cette perte de poids en date? Et écoute, donc j'ai repris toutes mes études, tout s'est plutôt bien passé. C'est le premier confinement, là où je me suis rendu compte que je pouvais pas me regarder dans la glace. En 2020. Voilà, c'est ça. Là, t'étais encore en surpoids? Ouais, j'étais encore en surpoids. Mais j'avais quitté le fauteuil, j'avais encore un petit peu la canne, mais vite fait. Ça commençait vraiment à aller mieux. Ouais, vraiment. Et ensuite, là, je me suis rendu compte que tous les jours, je pouvais pas éviter la glace parce qu'on pouvait pas sortir. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué à gérer. Et là, j'ai commencé le régime, le vrai régime. C'est là où quoi, du coup de la restriction alimentaire en particulier. Pas de technique particulière, t'as juste... mais technique de restriction alimentaire de débutant, c'est-à-dire que on se connaît, tous les anorexiques et toutes les personnes atteintes de troubles de comportement alimentaire qui sont beaucoup sur Instagram. On connaît tous, on passe notre journée à se renseigner, à savoir comment notre corps fonctionne et comment tout ce qu'on met dedans fonctionne. Donc à la fin, on est des pros, on est des semi-nutritionnistes, tous chacun, hein, franchement on le sait très bien. Oui. Je faisais un petit peu n'importe quoi, mais ça marchait. Parce que je restais en restriction calorique pas mal. Et c'est là où j'ai commencé à, par exemple, tu vois, je me couchais, j'avais faim. Pour la première fois, tu vois. Et j'ai jamais arrêté et ça a été de plus en plus loin. Jusqu'à mon année dernière. J'ai commencé du coup des études là où j'étais seul dans mon appartement dans le Nord. Et j'avais pas de comparatif en fait. Plus, j'avais des études qui étaient absolument intenses, mais de chien intense. Je faisais tout moi-même, j'avais pas de lessive, j'avais rien. Et j'avais la relation avec mon copain, c'était à distance. Enfin, mes relations à l'époque étaient à distance. Ça me laissait zéro moment. Plus, j'étais malade. Et en fait, quand t'es trop malade, t'as pas le temps de manger en fait. C'est une torture mentale, qu'est-ce qui va me rendre malade, etc. Je mange pas. Ça a très bien fonctionné, un petit peu trop quand même, parce que j'ai pas pu finir mon année quoi en fait. J'ai été rapatrié la dernière fois. Qui c'est qui t'a... Parce que vu que tu vivais tout seul, qui c'est qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire que ça allait pas bien? Mon copain, on se voyait quand même de temps en temps. J'avais aussi une très bonne amie sur place et puis j'avais mon meilleur ami aussi qui était toujours en région parisienne, qui m'a jamais quitté. Toujours des petites relations quand même, qui me voyaient, etc. machin. Et un jour, je devais rentrer sur Paris pour voir mon copain et puis pour retrouver un peu ma vie. Et j'ai été incapable de monter les marches de la gare. Mon train m'est passé sous les yeux. Et là, je me suis effondré, je me suis dit là, ça va vraiment pas en fait. Là, je me suis dit, ça va plus. Donc c'est un petit peu là où ça a commencé à dérailler. C'est la dernière fois où je suis allé sur Paris. Ensuite je suis remonté une dernière fois dans mon appartement, etc. Et là en fait il a fallu me rapatrier en voiture après parce que j'étais plus capable de tout ça. C'est même pas moi qui ai fait mon déménagement en fait. Je me souviens la dernière fois que j'ai vu mon appart, jamais j'aurais pu dire que c'était la dernière fois que je le voyais. Enfin, c'est mon meilleur ami et mon copain qui a récupéré toutes mes affaires. Et t'as été hospitalisé alors? Eh bien non. Parce que j'ai été extrêmement mal pris en charge. Donc on t'a rapatrié pour aller où?
Qui t'a rapatrié? Alors c'est mon copain qui m'a rapatrié, ouais. Et mon médecin généraliste qui est aussi un de mes meilleurs amis, avec beaucoup de chance, qui est aussi atteint de troubles du comportement alimentaire. Du coup, on s'entend très bien, on parle beaucoup. Il a tout essayé, toutes les cliniques, avec mention d'urgence extrême, etc. IMC moins de 14, en général, tu te fais prendre en charge tout de suite, tu vois. Aucune clinique n'a levé le petit doigt, c'est un truc de fou. Il me manquait 0,5 de poids pour être aux urgences vitales quand même. C'est un truc de fou quoi. Les hospitalisations pour les TCA, j'ai toujours trouvé ça aberrant parce que y a pas de place en fait. Ouais. À moins d'être vraiment un IMC très très bas. Oui c'est ça. Mais même là c'était le cas. Là, on le sait en fait quand on est anorexique que le pire c'est pas la dénutrition physique. C'est à quel point la souffrance mentale que c'est en fait, oui. à quel point c'est terrible oui. et qu'on nous laisse comme ça en attente. Ouais. Est-ce que tu pourrais un tout petit peu plus ne pas vivre pour qu'on puisse te prendre en charge s'il te plaît? C'est terrible quand même. C'est horrible. Tu sais, il y a même des endroits où il faut faire des lettres de motivation. Hein. J'ai fait des lettres de motivation. Si salpêtrière, il faut faire une lettre de motivation. Mais c'est ce que j'ai fait et ils m'ont refusé, c'est un truc de fou. J'ai fait, excusez-moi, bonjour, je vais pas très bien, est-ce que... non, pas intéressé, désolé. Pas assez de motivation. Je pense que c'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas assez de place en fait. Oui, mais ça c'est sûr. Et après, je sais pas, mais le fait que tu sois une personne trans, ça doit les refroidir. Figure-toi que c'est à double tranchant. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qu'avait dit mon généraliste, c'est que justement, curiosité peut-être un peu malsaine, mentionne bien que tu es un homme trans. Oui. Parce que peut-être qu'ils aimeraient bien savoir un peu comment ça se passe, etc. Et que ça changera un peu du profil typique de la nana. En même temps, ça change, mais ça fait peur parce que du coup, ils peuvent se sentir incompétents. Parce qu'ils vont se dire, ah, ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, donc on va pas savoir faire. Et toi, j'ai jamais trop entendu, je sais pas si tu as envie d'en parler, mais ton parcours, comment ça s'est passé Comme ça, je vais parler de mon parcours 2 minutes. Moi, en fait, j'ai jamais été hospitalisée parce que j'ai jamais été en grand sous-poids, enfin, je suis jamais descendue à 14 IMC. Je suis descendue un peu en dessous de 16, je crois, mais pas beaucoup plus. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai été longtemps bloquée dans une quasi-guérison. Enfin, moi, j'ai fait toutes mes études, j'ai pas eu de soucis. D'accord. Enfin, bon, d'accord, des fois, je me sentais un peu fatiguée et faible, mais ça allait. Est-ce que là, aujourd'hui, tu peux dire que tu es guérie? Ça, c'est la question piège. Ouais. Je sais pas si je suis guérie, mais en fait, je pense que j'aurais toujours au fond de moi. En fait, j'ai souffert de ça pendant tellement longtemps que ce serait un peu illusoire de me dire du jour au lendemain, je vais oublier les calories, je vais oublier. En fait, le truc, c'est qu'une fois qu'on a configuré notre cerveau à tout apprendre et surtout à tout désapprendre, en fait. Ouais, tu vis ta vie avec ça, mais ça t'impacte plus, tu vois. Tu te dis, bah là, oui, j'ai mangé tel truc, et alors si je prends du poids, bah tant pis. Alors qu'avant, c'était pas possible dans ma tête d'imaginer de manger un truc parce que j'avais trop peur de prendre du poids. Sûr. Et en fait, dans la quasi-guérison, tu peux vivre comme ça. C'est juste dans la même maladie, mais avec un poids plus élevé et avec des apports caloriques plus élevés qui te permettent de vivre socialement. Oui, absolument, c'est ça. Mais ça veut pas dire que t'es guéri. En fait, c'est pour ça que je vois des tas de gens qui sont socialement intégrés, mais qui peuvent vivre avec de l'anorexie en eux, en fait. Absolument, bah oui, c'est ça. Bien sûr, c'est avant tout, mental. Ouais. Moi, je sais qu'il y a énormément de choses que j'aurais aimé qu'on me dise et que je comprenne en fait par rapport au trouble du comportement alimentaire. Le premier truc, c'est, alors moi, ma rémission, ça a été 1 milliard de fois plus éprouvant que la pire des restrictions. Tu manges tellement peu que ton corps n'a plus la force de te donner faim, en fait. T'es vraiment, t'en peux plus, quoi. Ça, pour moi, c'est de la gnognotte à côté de la reprise calorique et de la reprise de manger, etc. Machin, mais c'est en fait, en gros, quand t'es dans les troubles, c'est facile de rien manger du tout ou de manger beaucoup à ta faim. Mais entre les deux, c'est difficile. C'est impossible. Ouais, parce qu'en fait, c'est les gens qui font des jeûnes. Ils disent bien qu'au bout d'un moment, ils ont plus faim et tout va bien. Bien sûr. Mais en fait, quand tu passes de cet état de jeûne, restriction à réalimentation, en fait, tu as besoin tout de suite de manger des quantités énormes parce que ton corps, il veut se rattraper. Bah, bien sûr. Et toi, dans ta tête, tu ne l'acceptes pas parce que c'est pas l'idée que tu te fais d'une alimentation normale. Mais déjà, en fait. Donc, en fait, c'est perdu. Parce que tu te dis, ah, il faudrait que je mange comme mon copain ou comme ma copine ou comme ma sœur ou je ne sais qui. Mais tu peux pas manger comme eux puisque tu viens d'un état où tu te restreins à deux. Ouais. Surtout que la restriction cognitive, elle est encore plus puissante que la restriction Et en fait, physique. tu as comme objectif de manger comme monsieur et madame tout le monde, mais tu peux pas. Alors moi, je tiens à dire quand même que j'ai eu beaucoup de chance parce que dans ma rémission, je vis avec un mangeur, un énorme mangeur. Ouais,
C'est-à-dire qu'il mangeait autant que moi quand je suis en rémission d'anorexie, du coup ça aide énormément. Ah bah oui. Non mais je veux dire, il faut que vous trouviez quelqu'un comme ça. Il faut vous trouver, faut que tout le monde. Alors moi il s'appelle Yanis, lui je sais pas, mais. Moi il s'appelle Clément, mais. Trouvez-vous un Clément ou un Yanis en rémission d'anorexie, c'est top. Et puis qui font jamais de réflexion sur ce que tu manges. Bah c'est ça, surtout que. Sur ton poids, sur rien. Moi c'était alors je sais pas toi, mais moi c'était la première fois que je vivais de ma vie avec quelqu'un qui n'avait pas de trouble de comportement alimentaire ou de problèmes liés à la nourriture ou à la digestion. Un truc dont j'aimerais beaucoup parler, je crois que je t'avais déjà parlé, que j'ai écrit une BD sur l'anorexie en ce moment. C'est le parallèle entre les addictions et le TCA. Pour le coup, l'alcool, c'est, je pense que c'est, tu peux faire des ponts et des passerelles entre les TCA et ça. Il y a l'alcoolorexie aussi. Bah ouais, clairement, je pense que j'ai été un petit peu là-dedans pendant un petit moment quand même. En fait, le problème, c'est que les troubles du comportement alimentaire, ça touche tellement de personnes et ça touche aussi énormément de mecs. Sauf que, quelle audace d'appeler un mec anorexique. Quelle audace. C'est pas anorexique les mecs. Ça fait des sèches. Ça se muscle. Ça prend de la grosse prot. Non, pas du tout. Ça boit de l'alcool, ouais, et tout. Non. Quand je te disais que tu avais l'anorexie à poids plus élevé, avec un apport calorique plus élevé, typiquement pour moi, les gars qui contrôlent leur alimentation dans le but d'avoir un certain corps, même si c'est pas un corps comme ça, mais que c'est un corps plus en chair, pour moi ça reste de l'anorexie parce que c'est un objectif de poids plus élevé. Si tu les sors de leur schéma, même si tu fais une barre à 3000 calories par jour, ça peut être de l'anorexie. Oui, bien sûr. En fait, si tu leur dis demain tu manges 3500, ah non, leur truc c'est 3000, tu vois, pas plus. Bien sûr. Ça reste de l'anorexie, ça reste du contrôle. En fait, à partir du moment où tu restes dans le contrôle, c'est pas ouf. Un petit peu de contrôle, peut-être, je ne sais pas. Franchement, j'en ai aucune idée. J'ai essayé les deux. Après, je suis en rémission aussi. Ça fait que un an, entre guillemets, et encore moins qu'un an, parce que j'ai encore eu tout l'été. Ça fait un petit peu moins, mais j'ai eu une période pendant les fêtes de Noël, là où je mangeais, mais si tu devais faire des what I eat in a day de ce que je mange par jour, il en faudrait 3. Il faudrait épisode 1, 2, 3, 4. Tu l'as lu toi aussi, The Fucking Gates Diet. En gros, l'expérience du Minnesota, ça te dit rien? Ah oui, si. Ouais, là où les mecs sont devenus complètement fous et que c'était 10 fois plus dur de se remettre à manger, etc. Ils me pensaient qu'à la bouffe, etc. Machin. En fait, quitte à prendre du poids, je me disais, ok, le poids, ok, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux plus vivre cette torture psychologique de bouffe, c'est pas possible. Du coup, je me suis tapé des journées là où je ne faisais que manger, matin, midi et soir du sucre, pour me débarrasser de ça. J'ai fait des soirées là où je mangeais l'équivalent de 5000 calories pour me débarrasser de ça, parce que je pense que j'avais une dette aussi envers moi-même, tu vois, à force de pas manger, je sais pas, un an sans féculents par exemple, tu vois, c'est comme si tu accumulais un peu de dette, tu vois, à chaque fois, tu vois, un an sans sucre, tu donnes des petits billets à chaque fois, tu vois. Là c'était un peu, je recommençais ça. Jamais j'en aurais été capable. Mon copain, c'est lui qui me disait, alors là, tu vois, je vais mettre tout ça sur la table, c'est l'heure, tu prends ce que tu veux. Et ça m'a énormément aidé. Parce que je me sentais jamais légitime, jamais j'aurais été légitime d'aller dans ce sens-là, tu vois. Parce que j'en pouvais plus, parce que c'était une torture psychologique pour moi, tu vois, genre. Parce que ça, est-ce que c'est du contrôle complètement lâché? Et dans l'autre cas, c'est un petit peu de contrôle, parfois un petit peu trop, je ne sais pas. Et le juste milieu, j'ai l'impression qu'il n'existe pas, c'est un flou général. Ton copain, il fait comment? Mais aucune idée, c'est un truc. Tu n'as jamais posé la question? Si, on en parle énormément, mais c'est la plupart de nos sujets tous les jours. Et alors, il dit quoi? Il vient dans ma vidéo s'il veut. Il n'a jamais suivi de personne anorexie dans sa vie, ni quoi que ce soit. Et c'est la personne qui m'a le plus aidé de toute ma vie là-dessus. Il a toujours eu les mots absolument parfaits et adéquats. Les gestes, les façons de faire, tout. En fait, c'est comme s'il avait tout compris. Alors qu'il y a des personnes, je veux dire, qui m'aiment énormément dans mon entourage et qui n'ont jamais réussi. Pourtant, elles auraient tellement voulu, quoi. Ça leur a fait beaucoup de mal. Comme tous nos entourages, hein. Et lui, c'est magique, quoi. C'est un truc de fou. Mais lui, il fait comment pour manger, en fait? Il se pose pas énormément de questions. Il a beaucoup de chance parce que je pense que dans sa famille, ils ont un corps très malléable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à faire grand-chose pour perdre ou pour prendre ou pour se sculpter comme ils veulent. Ils n'ont jamais eu de problème à ce niveau-là. Moi, je viens quand même d'une période dans mon point de fauteuil roulant. Je sais que je peux pas faire autant d'exercices que lui. Je sais aussi que je peux peut-être prendre du poids plus facilement. Pas la même chose. Est-ce qu'il faudrait pas accepter que quand tu es en fauteuil roulant, forcément, si tu aimes manger, tu auras un poids un peu plus élevé et c'est ok en fait? C'est toujours le truc sur lequel j'arrive pas à faire la paix parce que je pense que j'assimile beaucoup de mon poids à de la féminité en fait. Pour moi, le poids, c'est des formes féminines et je fais de la dysmorphobie là-dessus. Je suis incapable de me regarder dans la glace avec des formes. Ça me fait faire de la dysphorie de genre et directement, c'est pas possible. Mais tu vois, Sacha,
qui était venu sur la vidéo aussi, m'avait aussi parlé de ça, que à la base ça avait amplifié ces TCA en fait, de vouloir transitionner parce qu'il voulait gommer ses formes en fait. Moi je pense qu'aujourd'hui si j'avais des formes, ça fait plus de 4 ans que je suis sous testostérone, donc je m'intéresse pas sur les graisses et le changement des muscles, c'est déjà fait depuis longtemps. C'est psychologique en fait, je pense, plus qu'autre chose. J'avais vu effectivement une étude chez les personnes LGBT+, 15% avaient été au moins, avaient déjà souffert ou souffraient de TCA quand même. Ouais, mais il y a une grosse proportion en fait. Dans les personnes trans, t'en as qui veulent plaire aux hommes, aux hommes cis hétéros. Et du coup, ils sont conditionnés par le mal gaz, ils veulent plaire. Alors, ça dépend parce que dans la communauté gay, il y a aussi beaucoup de TCA. Et moi, je suis pas, j'ai pas une orientation sexuelle complètement. J'ai pas de préférence particulière, on va dire, donc j'ai pas essayé de me confronter à ce truc-là non plus complètement. Même si aujourd'hui, c'est vrai que je réponds plutôt aux stéréotypes des normes gays, cis-gays. C'est là où je trouve qu'il y a le plus de TCA dans la communauté, en tout cas masculine, etc. Tout ça. En fait, c'est l'objectification des corps masculins. C'est l'objectification des masculinités subordonnées en fait. Voilà. Les masculinités hégémoniques, c'est-à-dire les corps masculins virils, tout ce que tu veux, la masculinité virilité et la masculinité subordonnée, qui sera tout ce qui n'est pas ça. Et en général, ça tire plus, ça tend plus vers des corps un peu plus efféminés, etc. Machin. Dernier appel pour goûter mon thé, si jamais tu veux. Ah oui, oui, je veux bien. Désolée, j'avais oublié. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est super. Ah ouais. T'as vu, il est très bon, hein. Franchement, vraiment très bon. Ouais. Je sais pas où ils se fournissent, mais. Ouais, je suis vraiment d'accord. Il y a un goût de fleurs et fruits mélangés. Ouais, j'adore la violette, j'adore les goûts de fleurs, et là c'est particulièrement c'est ça. Ouais. Par exemple, juste pour revenir à tout ce qui est contrôle, etc. Toi, comment tu fais pour ne pas avoir, enfin je sais pas, comment on aura toujours un petit peu de contrôle sur ce qu'on mange, sur ce qu'on met dans notre corps en général? Oui, bah. Par conscience. Mais forcément, tu contrôles ce que tu manges. Bien sûr. Enfin, tu choisis ce que tu manges. Oui. Donc après, tu peux choisir un truc plutôt qu'un autre parce que tu sais que tu vas être mieux en mangeant ça qu'en mangeant ça, tu vois. Par exemple, si tu veux pas dormir tout l'après-midi, tu choisis un truc pas trop lourd. Quand tu apprends à connaître ton corps, tu sais qu'il y a des plats ou des repas qui te donnent plus de l'énergie que d'autres. Puis après, tu fais fonctionner aussi ton éthique, par exemple, si tu veux manger local ou faire fonctionner les petits commerçants, les petits producteurs. C'est dans Sociologie de l'alimentation qui est un super bon bouquin sur le sujet. En fait, il y a un chapitre qui est consacré à la perturbation des consommateurs face au marché de l'alimentaire qui n'a jamais été aussi diversifié depuis toujours en fait, et que il y a tellement de façons de consommer et d'avoir un bol alimentaire différent en fonction de tellement de paramètres que les consommateurs, même ceux qui ont le moins de TCA possible, sont complètement paumés en fait. En fait, je pense que la question du contrôle, elle revient souvent chez les gens qui ont des TCA. Ils ont oublié ou ils se rendent pas compte de comment c'était quand ils étaient intuitifs. Il y en a, ils sont tombés dans les TCA quand ils étaient enfants, donc ils s'en rappellent même. Quand tu viens d'un corps dénutri, tu pourrais manger en continu en fait. Tu penses tout le temps à la bouffe. Donc même quand ton estomac il est plein, tu comprends pas parce que tu as encore envie de manger. Ah, c'est horrible. Et en fait, c'est pour ça que tu penses qu'il faut contrôler. Parce que toi, si tu te contrôles pas, tu manges en continu. Ouais. Mais en fait, quand t'es pas dénutri, ça n'existe pas ça. En fait, mais comment est-ce que tu t'arrêtes spontanément. Comment est-ce que tu fais toi, par exemple, une fois que tu dis allez c'est bon, je me laisse aller. Là, je mange autant que je veux, c'est-à-dire que je me rends malade parce qu'il faut passer par. Mais tu te rends pas malade. Non, mais si. Je veux dire le jour où tu rationalises, ce jour-là. Si c'est une période de 1 ou 2 jours, etc. Et ensuite, tu reprends la vie, entre guillemets, normale, on va dire que tu as le déclic. Mais je pense pas que ça se passe comme ça, en fait. Je pense que quand tu guéris, déjà, ça prend de nombreux mois, de nombreuses années. Oui, bien sûr. Et en fait, pendant ces nombreuses années ou mois où tu es en phase de reprise de poids, de guérison, bah, tu as un cadre alimentaire, entre guillemets. Donc, tu as tes repas, tes collations, et tu les prends. Et du coup, tu manges un peu de façon automatique, mais en t'écoutant quand même un minimum. Mais oui, des fois, forcément, tu peux pas manger en continu parce que t'as une vie, quoi. Mais après, au bout de tout ce temps-là, que tu reprends du poids, il y a un moment où tu arrives à te rendre compte que ah ben non, en fait, là, j'ai plus envie. En fait, je pense que c'est très long, en fait. C'est très long. Bah c'est un processus.
c'est un désapprentissage qui Voilà, est tellement mais long et onéreux. Pendant longtemps, tu passes par cette phase où en fait c'est pas que tu contrôles, mais c'est que tu guéris en fait. C'est un petit peu comme un emprunt à la banque en fait. Voilà. À chaque fois que tu réponds pas à ton corps comme il te le demande, parce que tu as des croyances et parce que tu n'as pas envie et tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'objectifier ce qu'il y a dans ton assiette et ce qu'il y a devant ta glace, enfin, dans ton miroir. C'est comme si à chaque fois tu empruntais un petit peu d'argent à une banque et qu'à la fin tu devais tout rendre en fait. Et ça met énormément de temps. Quand tu empruntes, tous les mois tu dois rembourser. Toujours. Donc en fait, tu te poses pas la question, tu rembourses. Et absolument. Et peut-être que des fois tu auras envie de te dire ah mais là je vais plus rembourser parce que voilà je veux prendre de l'avance. Mais non, tu continues à faire ton truc. Et en fait en guérison c'est pareil. T'as un espèce de, je parle pour l'anorexie surtout, hein, parce que voilà, tu suis ton cadre, tu manges tes 3 repas, tes collations, tu choisis tes aliments en fonction de ce que tu aimes et de ce que tu as envie. Et au fil des mois et des années, au bout d'un moment, tu te dis ah ben là il y a une collation, bah non, j'ai même pas envie de la prendre en fait. Après, ça dépend du cadre de vie, je pense, comme tout à chacun. Un truc à ne pas faire, je pense en tout cas, c'est que là on m'a fichu à la maison. Pas le droit de reprendre des études pour l'instant. Alors après j'ai le kiné justement pour renforcement musculaire suite à la dénutrition et à tout ça. Puis je dessine énormément, je fais ma DD, je fais des trucs et tout ça. Mais quand même, je pense que donner rien d'autre à faire que manger, que penser à la nourriture après, à quelqu'un. c'est ce qu'ils font dans les hôpitaux. Hein. Ouais, c'est ça, mais ça c'est horrible. Ah, ça rend fou. Hein. En plus, dans les hôpitaux, ce qui est encore pire, c'est qu'ils font ça, mais t'as pas open bar sur la bouffe. Oh, quelle horreur. Pire. Oh, quelle horreur. Dans les hôpitaux, je pense qu'ils sont peut-être des fois sous-alimentés. Je veux pas être méchante, mais parce que des fois, ils ont des plateaux repas, déjà, ils choisissent pas leur bouffe. Donc ça, c'est bof. Parce que je trouve que c'est important de répondre à ses vraies envies, quoi. Et si t'as envie d'une pizza et qu'ils te foutent des pâtes, tu vas pas être content. Bah, c'est tout simple. Dans la période là où j'étais hospitalisé, on avait pas mal, c'était une clinique pour ados, on avait pas mal d'ados qui étaient là pour justement pour anorexie ou dénutrition. Ils avaient exactement le même plateau que tout le monde, sauf qu'ils avaient des farcimelles en plus. Ah, c'est horrible. Je suis d'accord avec toi que c'est compliqué, il faut s'occuper. Mais en même temps, c'est peut-être une chance de te consacrer uniquement à ta guérison. Moi, je me suis vraiment concrètement remis à manger. Depuis, ça vacille entre des périodes intenses, je mange énormément. Des périodes là où je mange beaucoup moins, des périodes où je mange à peu près normalement. C'est très compliqué, c'est quand même vraiment... c'est tumultueux, on va dire. Surtout qu'il y a des périodes là où je suis encore très malade. Et les périodes où je suis malade, là j'étais malade pendant un mois, j'ai pas mangé, j'ai quasiment pas mangé pendant un mois quoi. Et là depuis ça m'a redonné de l'anxiété sur tout ce que je mangeais, etc. Ah c'est vite reparti. Hein. Ah ouais mais juste parce que j'étais malade. Bref. Un mois c'est long. Un mois c'était énorme. Je pouvais plus sortir, ça faisait 3 semaines sans voir personne. Parce que des fois même 2 jours de gastro, c'est vite fait. Ah c'était vraiment terrible. Bah, mon quotidien à l'heure actuelle franchement, bon là je vais reprendre des études, je suis en train de m'inscrire dans des écoles etc. Donc ça va chill. Mais c'est comme si je remboursais, tu vois, un petit peu ce dont je parlais de la banque de tout à l'heure. Parce que j'étais dans un tout petit appart miteux et sur tout ce qui était cuisine que j'avais envie de faire, je pouvais pas. Je passe ma journée à cuisiner pour mon copain. Et je mange aussi un peu parce que je suis content, je me dis quand même, ah, c'est vrai, la nourriture maintenant ça existe, j'y ai le droit peut-être un petit peu. Et du coup j'en profite un petit peu. Donc mon quotidien c'est faire du sport et dessiner. En vérité c'est à peu près ça. Ah tu fais du sport quand même? Bah, je vais au kiné en fait et j'en fais chez moi, je fais beaucoup de sport en fait. Je reste toujours quand même dans le cercle vicieux. Est-ce que j'aurais vraiment le droit de manger si je fais du sport? Enfin si je ne fais pas de sport, c'est bizarre quand même. Oui, du coup, pour t'en sortir, ça fait comment? Pour te sortir de l'anorexie, vu que t'as loupé l'hospitalisation, ils ont pas voulu de toi. Mais t'as fait quoi du coup? Bah, je suis resté à la maison et ça a été très très dur honnêtement. Mais t'as vu J'ai vu aucun. Alors j'ai vu une psy mais bien longtemps après à raison d'un rendez-vous par mois, donc c'est pas vraiment ça qui m'a. Elle est cool hein, franchement, mais c'est pas vraiment ça. Honnêtement, franchement, c'est mon copain et mon médecin généraliste. Qui atteint aussi de TCA. Il m'a beaucoup aidé à comprendre en fait le cheminement de l'anorexie. Il y a un truc qui m'a dit que j'ai jamais retrouvé dans aucune lecture que j'ai fait sur le sujet, etc. C'est un terme qui est, je trouve, très adéquat, c'est la lune de miel avec l'anorexie. Et ça, la lune de miel, quand tu es dans l'anorexie et que tu essaies de t'en sortir quand tu es dans la guérison, tu te rappelles souvent que des bons côtés de la maladie. Quand tu as appris à comment ne pas manger, revenir à une alimentation, c'est parfois quand même plus facile de ne pas manger, malgré tout, psychologiquement.
Ah oui, psychologiquement, ouais. Bah oui, ouais, psychologiquement, tu sais comment ne pas manger. Et tu sais pas comment manger. Ça, c'est trop. Donc, parfois, tu te dis, oh, là, ça serait plus facile. J'ai essayé à la suite de mon mois de maladie pendant une semaine parce que j'étais trop stressé. J'ai fait 2 crises de convulsion, donc je vais arrêter de passer par la facilité de ne pas manger, je pense. Est-ce que ça serait pas l'heure de faire un petit quelque chose? J'espère que je l'ai pas oublié. Non, il est là. Alors, sache qu'il existe la version digitale parce que l'impression est vraiment mauvaise. J'ai été l'imprimer à Office Dépôt. Ça rend pas bien hommage à mon travail et j'espère qu'il te plaira un peu plus en digital. Voilà. Tiens. Oh, mais c'est trop. C'est trop mignon. Oh là là. Non, mais là, j'y crois pas. Les détails des boucles d'oreilles, regardez. C'est mes boucles d'oreilles en feuille. Je peux dire, j'ai passé du temps sur ton profil pour trouver un outfit. Non, mais c'est trop beau. Merci, c'est très gentil. Ah, ça me fait trop plaisir. C'est normal. C'est trop beau. Ça me faisait très plaisir aussi de te rencontrer. Et, je pense que ça m'a fait aussi très plaisir de parler de ça parce que c'est tellement une niche, on est tellement isolés. Ouais. En fait, on n'est pas tellement une niche, c'est juste qu'on n'en parle pas. C'est un peu tabou comme sujet. Tu trouves? En fait, tu vois, les gens, ils adorent parler de l'alimentation, mais dès que tu demandes parler rapport à l'alimentation, là, ça se braque. Là, ça se braque. Enfin, c'est un rapport intime que tu as avec l'alimentation. Tu peux très bien parler de la nourriture, tu vas parler de ce qu'il y a dans ton assiette. Mais parler du rapport que tu as avec ce qu'il y a dans ton assiette, c'est tout de suite, soit ça parle pas aux gens. En général, quand ça leur parle pas, c'est qu'ils ont pas de problème. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un rapport totalement serein. Parce qu'il y a toujours cette peur de grossir. Non seulement il y a les injonctions sociétales et puis aussi tout le marketing et les lobbies qu'on a sur la tronche en Occident. Maintenant, il y a la grossophobie médicale. Je crois que ça date pas de maintenant, je crois que ça date déjà d'il y a un petit moment. Oui, mais ça fait pas si longtemps que ça, tu sais, ça fait peut-être 50 ans. Oui, mais ça fait pas très longtemps qu'on en parle pour le coup. Ouais, voilà. Tu prends encore plus tarif. Non seulement tu te nourris pas bien, mais parce que les industriels te vendent et t'as pas forcément le temps d'avoir le choix, etc. On n'a pas tous le temps et on n'a pas tous envie, je veux dire. Et en plus de ça, si tu le fais mal, c'est ta faute. Heureusement qu'effectivement, moi je pense que c'est une chose qui a beaucoup aidé quand même. C'est la levée de parole des femmes sur le sujet, sur le féminisme. En fait, franchement, ça fait quand même quelques années qu'il y a des choses qui sont plus tolérables et qui l'étaient, et qui rentraient vraiment dans les normes complètement ancrées, sociétales et acceptées. Donc finalement, le féminisme, tu penses que ça aide aussi les hommes? Je pense que ça aide un petit peu n'importe qui de lever le voile, surtout sur la grossophobie, parce qu'en général, c'est plutôt les nanas qui se prennent ça. Ça existe aussi pour les hommes, bien sûr, mais à plus petites échelles en général. Enfin, mais en tout cas, sur le sujet de l'alimentation et du corps, je pense que ça peut aider. Le discours féministe. Mais bien entendu, bien évidemment. Ça peut aider les hommes aussi parce que après ils se rendent compte qu'eux aussi ils ont des injonctions corporelles. Bien sûr. Tu l'as lu, Sexisme? Ouais. Il est super sympa. Hein. Franchement, moi aussi je l'ai lu. C'est pour ça que le thé, le chocolat. Ouais. Enfin, tout à l'heure, on disait que, tu sais, il y avait des pâtisseries genrées, là. Absolument, mais de ouf, absolument. Ah oui. Moi, ça m'avait fumé les stats sur les yaourts et la viande. C'est vrai, mais c'est vrai. Toutes les nanas, elles ont tout le temps peur, c'est un truc de fou. Ouais. On leur met tellement la pression sur la tronche, mais depuis leur naissance, c'est terrible, c'est terrifiant. Et du coup, Léon, tu as une citation que tu veux partager? Alors, je me souviens plus exactement de la citation. Je l'ai imprimée dans ma cuisine. Ça vient d'une patiente qui s'appelle Laure, de Combattre l'anorexie, le bouquin il s'appelle. C'est un truc du genre, parfois manger trop n'est pas un droit mais un devoir, un truc comme ça. C'est quelque chose qui ressemble en tout cas. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et question de devoir, un truc comme ça, voilà. Parfois trop manger et question de devoir, un truc comme ça. Ah j'aime bien, ouais. Mais moi celle que j'avais bien aimée, c'était celle de Yasmine dans la vidéo qu'on avait faite ensemble, ma diététicienne. Elle a dit croquer la vie à pleines dents. Ah c'est rigolo ça. Et ça j'aime bien. Mais j'aime bien aussi, on ne choisit pas son poids. Mais j'aime bien la tienne, hein. Franchement elle est originale. Ouais. Parfois trop manger n'est pas un droit mais un devoir. Oui, absolument. Et c'est souvent ce que me dit mon copain. Quand j'hésite à manger des choses, je suis toujours
je suis toujours très timide avec la nourriture quand même. Ouais. Et il est là, il me fait, tu te souviens de la citation du livre? Et je fais, oui, c'est vrai. Et là, je mange. Ouais. Alors, c'était vraiment une chouette adresse. Je retiens l'adresse parce que vraiment, la carte est top, top, top. Il y a des pâtisseries excellentes. Donc, c'est le Loir dans la Terrière, rue des Rosiers. Le quartier est super sympa. L'adresse est survalidée. Absolument, aussi, ouais. délicieux. Tarte au citron meringuée, c'est la spécialité, ne l'oubliez pas. Le chocolat chaud est très, très bon. Voilà. Et on a passé un super moment. Je te remercie infiniment, les Merci à toi, franchement. Merci, merci pour l'invitation. C'est très, très, très touchante. Merci beaucoup pour le cadeau. Je suis énormément touchée parce que vraiment, c'est magnifique. Bah, ça me fait trop plaisir. On a hâte. Alors, du coup, si on veut voir tes illustrations, où est-ce qu'on doit aller? Je vais peut-être me faire un petit compte dédié à la BD sur l'anorexie pour le coup. D'accord. Il s'appellera Raconverie. Ok, bah, je partagerai dès que tu me diras, je partagerai ça sera pas pour tout de sur suite, Instagram. mais potentiellement, je partagerai parce que ça va être chouette. Avec plaisir, ça marche. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci de la partager, de la liker, de vous abonner. Et si vous aussi vous voulez faire partie de mes invités, venir partager votre rapport à l'alimentation et manger surtout avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Et on se dit bye bye, à la prochaine.